Bonjour à tous. Donc, bienvenue et merci d'être là. Donc, merci également à l'orga de Twantech de m'avoir accepté pour cette conférence. Donc voilà. Donc, on va parler aujourd'hui de REST, gRPC, les GraphQL et des webhooks, et voir un peu dans quelle situation finalement les utiliser. Donc, moi c'est François. Donc, je suis chez Ypon-Lille depuis 3 ans maintenant bientôt. Donc, je suis développeur full stack, tech lead en mission chez les Galeries Lafayette. Donc je suis en train de devenir architecte solution également. Je suis aussi formateur Spring et l'un des référents du blog Ypon, du coup, que vous connaissez peut-être. Donc Ypon Lille, donc on est ici, donc dans la chambre de commerce à Lille. Donc comme je disais, ça fait 3 ans que l'agence est ouverte à Lille, donc si vous êtes sur Lille, n'hésitez pas à venir me voir après pour qu'on boive une petite bière ou qu'on discute, quoi. Voilà. Donc Ypon, donc ça fait penser au judo, donc moi je suis plutôt l'aïkido. Par contre, je fais également de la natation. Je lis beaucoup, j'aime bien les films, aller au cinéma. Je joue du violoncelle et j'écoute beaucoup de métal. Voilà. Donc voilà pour la présentation. Donc je voudrais commencer d'abord par tisser un peu le contexte. Donc l'idée c'est un peu de cadrer un peu le sujet, faire un petit disclaimer. Donc l'idée c'est pas de mettre en avant particulièrement une technologie et pas d'en faire le VRP. J'aurai pas le temps de présenter en détail les technos. Du coup on va plutôt les aborder de manière macro pour pouvoir les comparer, avoir les bons discriminants pour pouvoir faire nos choix. Il n'y a pas forcément d'ordre logique dans les technos abordés, donc on va essayer j'aurais pu très bien commencer par GraphQL ou REST. Il n'y a pas forcément d'ordre. Je voudrais qu'on essaie de faire attention aussi aux biais cognitifs quand on fait des choix. Donc ici, le but, c'est aussi de voir un petit peu, voilà, donc c'est notamment le biais de confirmation ou l'illusion de savoir. Enfin, c'est des choses auxquelles il faut faire attention lorsqu'on fait des choix dans les technos. Donc ici, je vais pas aborder du coup tout ce qui est PubSub, Kafka, les queues, etc. Donc c'est plus, on va vraiment se focaliser sur les 4 technos qui sont dans le titre, du coup. Et enfin, pour finir, donc comme d'habitude, il n'y a pas de cyberbelette en fait. On va essayer de faire des choix en fait, voilà, en fonction de certains critères. Alors déjà, un petit sondage pour commencer. Donc dans la salle qui utilise REST en production, d'accord. Donc il y a un bon 80-80%, je dirais, qui fait du GraphQL en production. Ok, donc ça fond pas mal. qui fait du gRPC en production, d'accord, quasiment personne. Et qui utilise des webhooks en production, d'accord, pas mal aussi, mais pas trop. Ok, donc on a quand même un bon 90% de la salle qui fait du reste, mais on n'a pas d'autres technos privés utilisés en production a priori. Donc l'idée c'est ici de voir ensemble un peu comment faire finalement communiquer des acteurs entre eux au sein d'un système d'information. Donc ou plutôt comment faire transiter aussi des données ou des informations d'un point A vers un point B sur un réseau entre des processus et des acteurs. Donc pour cela du coup il faut aborder la communication qui est en serveur en introduction. Donc l'idée c'est de partir de cet environnement, cette architecture en fait finalement qui permet de faire transiter des données et de faire communiquer des acteurs en fait sur un réseau ou des processus. Donc le client va plutôt être actif, enfin, il va plutôt du coup être envoyer des requêtes. Le serveur va vraiment lui. Donc ici c'est un peu, j'ai appris le logo de Jenkins, mais c'est un peu lui qui va traiter nos requêtes pour en faire des réponses, traiter les données et en rendre au client finalement donc d'un point de vue métier. Donc l'idée c'est qu'en fait ici dans le mode client-serveur on va avoir en fait une socket qui va être ouverte au niveau du serveur quand on va recevoir une requête du client. Donc on a différents modes, on a le mode de connecter avec TCP, on peut faire aussi de l'UDP, donc du mode déconnecté, non connecté. Donc ici l'idée c'est d'avoir plutôt un mode de transport commun pour pouvoir communiquer, sur lequel en fait on va pouvoir utiliser des protocoles plutôt applicatifs. Donc là ici l'idée c'est pas de faire de la communication TCP brute avec des segments, hein. On va essayer d'aller plus loin. Donc parfois on parle aussi du coup de communication IPC, interprocessus, hein. Donc tout ça en fait ça implique aussi qu'on va avoir des besoins non fonctionnels à remplir, donc en termes de, de performance, d'intégrité, enfin de disponibilité, etc. Ça c'est important de le prendre en compte. Donc on va faire un petit historique pour voir un petit peu dans le passé qu'est-ce qu'on utilisait. Donc à la base en fait finalement tout le monde faisait un petit peu à sa sauce, en fait chacun en fait communiquait à sa façon dans sa boîte. On avait des protocoles un peu custo, enfin en fonction des boîtes. Donc c'était un peu YOLO. Ensuite, on a eu un grand changement avec l'apparition du web en 91, qui a bousculé pas mal les pratiques et du coup qui a amené à une standardisation de la communication avec des standards comme HTTP par exemple.
Dans les années 90, on avait notamment Corba et Remy pour Java qui permettaient de faire discuter du coup des objets distribués notamment. Donc c'était plutôt axé donc objets distribués. Ensuite, à la fin des années 90, on a eu SOP, donc qui est apparu, donc qui a permis de faire communiquer d'une autre manière nos clients. Donc c'était notamment basé sur REST, sur XML pardon. Donc c'est ce que je montrerai par la suite. Ici, on va plutôt se focaliser du coup sur quatre technos qui seront REST, GraphQL, gRPC et les webhooks. Donc on voit qu'on a eu aussi d'autres bousculements, d'autres comment dire bousculements dans cette prise. L'apparition du premier smartphone en 2007, l'accélération aussi des communications avec la 4G, la 5G, la fibre, etc. Donc tout ça, ça a amené en fait un petit peu à une évolution dans les modes de communication. On avait besoin de standardisation, de rapidité. Donc c'est ce qu'on va voir. Donc là aujourd'hui on est ici, en 2022. Donc aujourd'hui on parle voilà, il y a des choses qui sont un peu parfois des mots-clés un peu comme le Web3 qui sortent, hein, donc on va voir un petit peu si c'est pas l'objet du talk ici. Mais voilà, on se situe à ce niveau-là aujourd'hui. Donc ici, donc ça c'est un exemple de message en SOAP. Donc on voit que c'est basé notamment sur XML. Donc il y avait pas mal d'inconvénients en fait, donc c'est pour ça aussi que REST a été adopté petit à petit. L'idée c'est notamment des inconvénients, on avait le XML c'est un format qui est plutôt difficile à maintenir. On avait besoin aussi de namespace externe. Donc tout ça nécessitait pas mal de bandes passantes par rapport à des technos comme REST. Et en plus on avait besoin aussi d'un outil pour générer du coup notre code à travers le visual pour exposer nos services. Donc en fait, ce qui s'est passé, donc REST date du coup, donc ça fait 20 ans que REST existe, hein, on va le voir. Ça a été surtout démocratisé en fait en 2010. Donc à partir du début des années 2010, ça c'est vraiment, il y a eu une explosion d'utilisation de REST. Donc on s'est dit voilà, REST c'est un peu le nouveau SAP. Ensuite en 2015, donc GraphQL est apparu. On s'est dit ben voilà, c'est un peu le nouveau REST. Il y a eu pas mal d'articles de talk à ce sujet. Enfin, on disait que c'était plus versatile. En 2018, gRPC est apparu, on s'est dit voilà, c'est un peu le nouveau REST, un peu le GraphQL, donc encore un peu la même histoire. Finalement, on s'est dit c'est plus rapide. Bon, dans la réalité, en fait, qu'est-ce qui se passe? Donc là, en fait, on a un schéma avec du coup plutôt un petit sondage qui date de 2021, qui vient de Postman. Donc ici, vous avez l'URL, donc vous pouvez aller voir. Donc ce qui est en bleu, en fait, et en bleu clair, c'est vraiment qui l'utilise. Donc on voit qu'il y a quand même, comme vous l'avez montré en fait tout à l'heure dans le sondage, il y a une grande majorité des gens qui utilisent REST, hein, donc ici c'est 90%. C'est sur un panel de 28 000 développeurs, donc c'est quand même assez représentatif, on va dire. Ensuite, on a quand même les webhooks qui arrivent derrière, avec une moitié des gens qui en utilisent apparemment. Ensuite, on voit qu'on fond tout de suite à 20 à 30% des gens qui utilisent le GraphQL, donc c'est beaucoup moins démocratisé. Et enfin, on s'effondre avec gRPC à peu près 10% des gens qui en font production, a priori. Donc voilà. Donc, l'idée, c'est ici de voir en fait ensemble, est-ce que finalement, est-ce que c'est une bonne situation en fait cette forêt un petit peu de techno en fait, et finalement comment s'en sortir. L'idée c'est de voir un petit peu est-ce qu'on est vraiment obligé de renoncer quand on fait un choix. Est-ce que choisir c'est vraiment renoncer finalement. L'idée c'est ici de voir un peu comment garantir à un client qui a un besoin métier qu'on va répondre correctement à son besoin et avec la bonne approche en fait. Donc pour cela je vous propose de repartir du modèle OSI qui permet de voir un petit peu où on se situe. Donc là on a parlé avant de TCP, donc au niveau de la couche transport. Donc l'idée ici, c'est de présenter un petit peu les différentes typologies déjà avant d'aller plus loin. Donc on a quatre typologies différentes en fait dans la techno que je vous présente. Donc REST, c'est plutôt une architecture, donc souvent utilisée over HTTP en tant que protocole de transport. On va ensuite avoir GraphQL qui est non pas une architecture mais un langage qui est en général basé sur HTTP REST, pardon. Ensuite on a les webhooks qui est une façon d'utiliser le protocole HTTP. Et gRPC qui n'est non pas du coup une architecture ou un langage, mais qui est plutôt un framework, basé du coup cette fois-ci sur HTTP2 et RPC. Donc là, pour les trois premiers, en fait, on se base plutôt sur la couche applicative. gRPC, ça va être à la fois la couche applicative, mais aussi de par RPC sur la couche session. Donc voilà pour les différentes typologies. C'est important, je pense, de les définir avant d'aller plus loin. Alors, justement, pour aller plus loin, je vous propose, en fait, pour dérouler mon propos, de partir d'un produit fil rouge. Donc, en fait, qui va être un extrait, du coup, d'un système d'information d'un grand compte retail. Donc, sans le citer, avec différentes applications. Donc, on va avoir des applications web, des applications mobiles. Donc, pour différents besoins, pour l'encaissement, par exemple, pour les vendeurs en magasin avec un iPad, pour les clients mobiles e-commerce, les clients web e-commerce. Donc, toutes les applications sont écrites dans
des langages différents, c'est différentes équipes qui les maintiennent. Donc on va avoir du Kotlin, du Vue, du Java. Donc tout ça c'est pour tout ce qui est client en fait en haut. Donc bien sûr c'est pas exhaustif, hein, c'est un exemple pour mon propos. Donc ici on va aussi avoir différentes données qui vont être exposées, différentes données métiers qui vont pouvoir servir à ces clients. Donc notamment des produits, des prix, des stocks, enfin pour avoir des offres hein, sur des produits. Donc ici on va plutôt parler d'un PIN pour le fil rouge, des assets avec les images des produits. Et ici, en dehors de notre système, on va voir du coup dans le cloud, quelque part, autre part, de manière externe, on aura une marketplace qui permettra de fournir des produits, éventuellement des offres à nos API. Donc voyons ensemble comment en fait câbler, essayer de mettre des tuyaux entre chacune de ces briques. Hein. Donc déjà, il convient de définir qu'est-ce que c'est une API. Donc API, c'est Application Programming Interface. Donc c'est basé sur justement cette architecture un peu client-serveur ou client-service au pluriel bien sûr. Donc l'idée c'est aussi d'avoir, quand on a une approche API-driven, c'est de pouvoir aussi avoir différents types de clients pour dans son ici. C'est ça qui est intéressant. Le cœur en fait d'une API, c'est de pouvoir servir du coup échanger des données métiers ou des comportements métiers à nos clients. C'est surtout en général les API modernes aujourd'hui sont basées notamment sur des standards, comme on le verra. Donc aujourd'hui les API ont des cycles propres de développement, donc avec des équipes indépendantes, une gestion des versions, enfin de la living doc, etc. Donc comme on l'a vu dans le sondage et comme vous avez attendu tout à l'heure, on a pas mal de REST aujourd'hui pour faire des API REST. Donc qu'est-ce qu'il en est dans les faits? Donc REST finalement qu'est-ce que c'est? C'est une architecture comme je disais dans les typologies distribuée qui permet donc de faire communiquer différents acteurs en fait répartis sur un réseau. À hypermédia, donc ça c'est vraiment la définition qu'il y a dans la thèse de Roy Fielding qui est ici, qu'il a écrite en l'an 2000, donc qui date déjà un peu. Je vais pas m'attarder dessus, mais en tout cas c'est pas une spécification. C'est pour ça qu'il y a pas mal d'interprétations libres en fait de sa thèse aujourd'hui. Il y a beaucoup de débats, de discussions autour de REST. Alors pourquoi j'ai mis que ça peut reposer sur le protocole HTTP? Justement parce que dans la thèse de Roy Fielding en fait, il insiste sur le fait que c'est pas forcément transporté sur l'HTTP. Aujourd'hui dans les faits en fait 90% des gens à peu près, si on fait un sondage qui fait du REST avec HTTP par exemple, la plupart des gens voilà. Donc en réalité dans sa thèse en fait ce qu'il explique c'est qu'on peut passer par des protocoles comme Gopher par exemple qui étaient assez populaires dans les années 90-2000. Donc l'idée c'est voilà, c'est surtout basé sur le protocole HTTP. Il y a plusieurs concepts clés. Donc le concept clé vraiment au cœur de REST, c'est la ressource. Donc Roy Fielding il explique en fait l'abstraction clé en fait en REST de l'information, c'est la ressource. Donc identifiée par une URI, donc qui est uniforme et unique, qui permet d'identifier de manière sûre et unique en fait une ressource. Ensuite, on a des verbes HTTP, donc justement c'est encore une fois basé sur le protocole HTTP. Ensuite, ce qui est important également, on aura une représentation de la ressource qui va se transcrire par un format de représentation. Donc en général, ça va être du JSON, mais pas seulement. On peut utiliser autre chose, hein, du texte brut, de HTML, enfin du XML. Donc pour faire du reste, en fait, il y a 5 contraintes principales. Donc encore une fois, on va se baser sur un paradigme client-serveur. Avec une approche sans état, donc en fait on n'aura pas de conservation en fait de l'état de la session entre deux requêtes d'un client vers notre API. Ensuite on a de la mise en cache native notamment au niveau du get. Pour le post on peut en faire avec du cache control par exemple. Pourquoi une architecture en push? Parce qu'en fait l'idée c'est aussi de pouvoir l'idée c'est que le serveur en fait l'API ne verra pas en fait au-delà de la couche avec laquelle il communique directement. Donc voilà. Et enfin, on aura une interface uniforme, comme on l'a vu avec l'URI, qui permet donc d'identifier de manière en fait unique une ressource. Donc cette pyramide de Richardson, peut-être que vous l'avez déjà vue. Donc on la voit assez souvent dans les talks, les articles, etc. Donc ça vient du site de Martin Fowler. C'est juste pour simplement souligner quitte à faire du reste en fait. En général, on passe plutôt par le niveau 2, on fait des API plutôt web aujourd'hui, donc sans utiliser d'hypermédia. En général, c'est pas très utilisé. Si on fait un petit sondage qui utilise des hypermédias aujourd'hui sur ces API, on n'a pas tellement de monde, on a Julien. Donc c'est pas très utilisé. Donc quitte à faire du reste aujourd'hui, autant exposer de la valeur métier. Donc justement à ce propos, je vous invite à aller voir le talk de Julien qui est là, qui est pas mal à ce sujet. Donc l'idée c'est de se focaliser, donc d'avoir un focus sur le métier pour vraiment exposer des données et des comportements métiers. Et donc d'éviter d'avoir des API anonymiques pour essayer d'avoir une logique en fait, de trouver des workflows finalement dans les appels entre nos ressources.
Donc pour ça, on peut en fait utiliser se reposer sur des hypermédias avec ATOS, ATOS. Donc, je vais pas m'attarder trop dessus parce que c'est pas le sujet du talk. Donc ici, on va avoir un exemple d'appel en REST, hein, juste pour avoir un petit visuel. Donc là, on va essayer de récupérer finalement le personnage 42 sur H2G2. Donc là, on voit que c'est Arthur Dent qui apparaît. Donc avec une implémentation justement des liens ATOS, donc avec donc là c'est Linux. Hein. Donc il y a différentes façons de représenter les liens. Je vais pas m'attarder dessus, mais c'est quitte à faire du reste, autant essayer d'utiliser des hypermédias. Donc là l'idée c'est de pouvoir en fait avoir un chemin et à partir de l'utilisateur 42 pouvoir avoir une liste d'actions qu'on peut utiliser. Donc ici on va pouvoir récupérer les messages de 42. Alors finalement, si on fait un petit avantage inconvénient de REST, on voit que c'est particulièrement adapté au web, dans le sens où ça repose sur des standards du web. Donc il y a un support du coup accru en conséquence pour des navigateurs. Donc ça en découle plusieurs cas d'utilisation. On peut faire du web, du mobile, du microservice en REST. Ce qui est intéressant aussi, c'est que c'est très connu des développeurs en général. On l'a vu dans la salle. Beaucoup de monde l'utilise, donc il y a une courbe d'apprentissage qui est assez simple, assez rapide. C'est particulièrement adapté à tout ce qui est CRUD, donc action simple de type CRUD, on va dire. C'est basé du coup plutôt sur des applications basées sur des ressources. Et enfin, il y a un gros avantage, c'est le niveau 3 du coup de la fameuse pyramide de tout à l'heure, qui permet de lier en fait nos ressources avec les hypermédias. Donc ça, faut en tirer parti, je pense. Parmi les inconvénients souvent cités, par contre, on va avoir donc une tendance à l'over et à l'underfetching, c'est-à-dire qu'en fait, on va exposer en général trop ou pas assez de données, ce qui du coup nous incitera à faire trop d'appels et ça peut poser des problèmes, notamment à nos clients, qui vont récupérer du coup trop d'informations, ou pas assez. De ce fait, une conséquence, c'est qu'on va avoir une tendance à faire du 1 pour 1. Donc, ensuite, on va avoir un protocole HTTP 1 qui est assez limité parfois pour certains use cases par rapport à d'autres possibilités, comme on le verra. Et enfin, la taille des payloads avec JSON, donc c'est du texte, ça peut être assez lourd si on a beaucoup de données. Alors, du coup, pourquoi choisir REST? Donc, il y a différentes motivations, différents besoins. Avant tout, ça va être surtout pour du web. Donc, si on a besoin de faire du web avec un support accru, donc c'est particulièrement adapté. C'est quand on a besoin aussi d'exposer finalement notre domaine métier. Donc, exposer des données ou des comportements. C'est intéressant quand on a un cycle de développement qui est pas le même entre les applications front-end et les back-end. Et quand on veut faire des actions plutôt simples de type CRUD, par exemple, c'est aussi particulièrement adapté. Donc, en conséquence, comme on l'a vu, il y a différents cas d'utilisation possibles, hein, donc notamment pour des applications drivées par la ressource, pour du web, pour du mobile et des microservices. Donc, si on revient à notre petit schéma de tout à l'heure, si on tisse les liens, on s'aperçoit que finalement tous les fronts, donc qu'ils soient web ou mobile, a priori, on peut faire du reste. Donc, ce qu'on voit, c'est que les différents fronts, en fait, appellent pas forcément les mêmes API. Donc, on constate, c'est qu'il y a déjà une petite toile d'araignée qui est en train de se former. Donc, on rejoint un peu le web, quelque part, avec la toile. Mais c'est pas forcément, voilà, c'est un peu compliqué à maintenir. Il y a de la complexité côté client. Enfin, surtout si on fait pas d'hypermédia, en fait, on va avoir toute une complexité à gérer côté front. Et ça peut poser problème. Donc, voyons ensemble si on peut pas remplacer certains appels, donc notamment peut-être au niveau des mobiles. Donc, pour ça, je vous propose de parler de gRPC. Donc, qu'est-ce que c'est gRPC? Donc, ça vient en fait de Stubby, qui était développé, donc un framework développé en interne par Google, donc à l'origine en 2015-2016. Donc, Google à l'époque avait besoin du coup de faire des milliards d'appels par seconde, par minute en fait. Donc, ils ont commencé à développer ce framework-là, qui est un framework RPC, qui a été rendu open source au passage. Donc, c'est disponible, on peut contribuer. Donc, c'est open source depuis 2016, je crois. Ça fait partie de la fondation donc CNCF en incubation aux côtés donc de Kubernetes. Donc ça c'est assez intéressant aussi. Et donc il y a différentes implémentations existantes. Hein, donc je vais pas m'attarder forcément dessus. C'est surtout utilisé en Java, en Go. Alors il y a deux choses importantes à retenir au niveau de gRPC, deux piliers. Le premier c'est HTTP2, qui lui aussi vient à l'origine de Google, donc du protocole Speedy, qui était développé sur l'interne en 2009 par Google, donc qui a été rendu standard en 2015, un standard du web. Donc c'est utilisé dans gRPC pour le transport. Donc contrairement à HTTP1, c'est pas basé sur un système de requête-réponse, mais plutôt sur un système de strings qui vont être composés de paquets ou de frames qui vont pouvoir transporter en fait différentes données au sein d'une seule connexion.
Donc plutôt que de faire plusieurs connexions et plusieurs avec une requête une réponse à chaque fois comme dans HTTP1, ici en fait on va envoyer en fait nos demandes en fait dans des paquets. Donc ça va permettre, on va le voir en fait, différents types de streaming. L'inconvénient c'est que HTTP d'aujourd'hui, donc d'après une étude ici, c'est utilisé par un peu moins de la moitié des sites en janvier 2022. Ça peut être un inconvénient si on veut faire du web. Donc, premier élément. Alors, les modes de communication qui en découlent en HTTP2, c'est notamment les trois modes de streaming qu'on voit là. Le unary ici, donc ça c'est du 1 pour 1, donc ça reprend un petit peu l'idée de HTTP 1.1. Les clients streaming, serveurs streaming, directional streaming permettront justement d'échanger plusieurs paquets en fait dans un sens ou dans l'autre. Donc ça c'est, je suis pas forcément m'attarder dessus, mais c'est un élément qui est assez important quand on fait un choix techno. Du coup. Alors le deuxième pilier en fait de gRPC, c'est le protocole buffer qui permet de représenter la donnée. Donc en fait c'est un IDL, donc qui permet c'est un langage de description d'interface qui permet donc de définir des services et des messages, donc des services RPC sous différents modes qu'on vient de voir, et des messages. Donc, je vais vous montrer un exemple après. Donc c'est agnostique du langage. En fait, on peut générer à partir d'un fichier proto. Donc le point proto qui va être un schéma en quelque sorte. On peut même avoir plusieurs fichiers proto. Donc on va pouvoir définir différents schémas et donc générer en fait du code derrière dans différents langages. Donc ça c'est assez dans quasiment n'importe quel langage avec un outil qui s'appelle ProtoC qui est natif à gRPC. Un point important aussi, c'est que du coup le schéma, donc la définition de l'API et l'implémentation sont du coup décorrélés. Donc il y a vraiment une indépendance de ce côté-là. On peut aussi avoir un repo, comme on a en fait des repos pour les schémas Avro pour Kafka. Ici, on pourra avoir des repositories spécifiques pour nos protos. Donc ça, c'est assez intéressant. Un point important, c'est que du coup, ça va être de la donnée binaire. Donc c'est un peu plus efficace que JSON dans le sens où en fait, ça va être plus léger. Donc c'est particulièrement adapté pour utiliser moins de bande passante et pour aussi des devices qui nécessitent moins de CPU. Ça, c'est important de souligner, je pense. Donc ici, on a le fameux exemple qu'il y a sur le site de gRPC. Donc on voit qu'on a différents clients et services écrits dans différents langages, avec des protos, donc des requêtes au format protobuf, avec des réponses au format protobuf. Donc ça circule sur le réseau ouvert HTTP2 en binaire. Donc ici, on a un exemple en fait de schéma donc de proto. Donc comme je vous le disais, on va pouvoir définir des messages. Donc ici, on a par exemple un item qui va contenir un élément, donc une tâche à faire, avec un identifiant, un texte. Donc, ce qu'on voit déjà, c'est qu'en fait, c'est indexé. Donc, on peut facilement en fait ajouter des champs sans que ce soit cassant. L'autre point, c'est qu'en fait, dans le package, on peut aussi versionner. On peut mettre des versions, par exemple. Donc, c'est assez facilement versionnable. Au niveau des services, donc on voit que c'est du RPC, c'est des services RPC. Donc, on va définir en fait les endpoints sont donc comme des méthodes en fait. Donc, le client lorsqu'il va faire des appels en fait à vos services, ce sera comme en fait comme si on faisait appel à une méthode en fait dans du code en fait. Ici, on en a différents. Je ne vais pas forcément les présenter, c'est pas forcément le propos. Ici, on a un exemple donc de serveur qui a été généré ou écrit manuellement. D'ailleurs, on peut aussi l'écrire manuellement à partir du proto. Donc, il faut savoir que le serveur en fait et le client vont partager le même fichier proto. Donc ici, on voit qu'on crée un serveur. On en écoute sur le port 40 000. De base, en fait, gRPC oblige à avoir une création, une connexion sécurisée. Ici, pour les besoins, pour pas que ce soit trop verbeux, j'ai une connexion insécure, du coup. Donc, c'est pas bien. Au passage ici, en fait, on va ajouter des différents services, donc qui correspondent en fait au service du corps proto, du schéma de tout à l'heure. On va démarrer le serveur et ensuite, en dessous, on va pouvoir définir et implémenter nos services. Donc ici, pareil, j'ai pas mis de code pour pas que ce soit trop verbeux. Côté client, donc c'est encore plus simple. En fait, on va simplement ouvrir une connexion en fait à sur le port 40 000 qu'on a défini avant, qu'on a ouvert, sur lequel on en écoute en fait côté serveur. Et donc, comme je vous le disais, en fait, l'appel sur l'endpoint va se faire directement comme un appel de méthode, en fait. Donc, create to do ici. Et en fait, on aura un callback en retour. Voilà. Alors, un petit comparatif entre REST et gRPC. Côté REST, comme je vous le disais, c'est plutôt centré sur la ressource. Hein. Donc ici, on va plutôt, si on veut poster un message sur l'utilisateur 501, donc on va plutôt faire un post user 501 message avec un payload hello. En RPC, du coup, on va plutôt avoir des payloads qui vont être plutôt sous la forme de méthodes. C'est pas basé sur la ressource, donc ça va plutôt ressembler à une méthode, à une fonction. Donc ici, on pourrait par exemple avoir un post sur un send user message avec un payload, avec le user ID et le message hello comme ici. Alors du côté des plus et des moins,
Alors, les deux gros avantages, c'est que du coup, on va pouvoir tirer un bénéfice vraiment de HTTP2 et de protobef. Donc, ça implique deux choses. Donc, des performances de la rapidité pour HTTP2. Et donc aussi une possibilité d'avoir des communications bidirectionnelles et du streaming. Du côté de protobef, le gros avantage par rapport à REST, par exemple, ça va être les payloads les plus légers. Donc, c'est vraiment intéressant par rapport à du texte en JSON. D'autres avantages, donc notamment, c'est qu'on peut avoir une librairie pour les gouverner tous. Donc en fait, on va pouvoir générer facilement du code sans problème, hein, notamment grâce à ProtoC. En cas de long polling, on peut aussi avoir un feedback progressif. Donc du fait d'HTTP2, ça permet de mieux gérer ça. C'est plutôt orienté action, donc procédure plus complexe. Donc vous pouvez faire du CRUD si vous voulez, mais c'est pas trop l'idée. L'idée c'est d'avoir plutôt des méthodes un peu plus complexes, d'avoir des actions. Par exemple, send message. On va avoir un schéma, donc ça peut être un inconvénient. Le schéma, c'est pas forcément adapté à tous les besoins, à tous les contextes. Ensuite, protobef, du coup, comme c'est du binaire, ça peut être compliqué à lire. On va avoir besoin parfois d'extensions pour le lire sur un réseau. C'est pas forcément simple à déchiffrer. La courbe d'apprentissage par rapport à REST va être plus compliquée, donc il y a un effort à faire côté développeur, comme, comme on l'a vu. Et du coup, comme je vous le disais, c'est pas non plus prêt pour le web, hein, donc il y a moins de la moitié des sites qui utilisent aujourd'hui HTTP2. Et en fait, on a besoin donc d'un proxy et de gRPC web pour faire du web avec gRPC. Et en plus, c'est un inconvénient, c'est que ça va impliquer du coup qu'il y aurait une retranscription d'HTTP2 vers d'HTTP1. Et du coup, en fait, on perd au change et on perd les bénéfices du coup d'HTTP2. Du coup, si on prend un petit comparatif entre REST et gRPC, on voit déjà qu'il y a une différence au niveau du protocole, hein, comme je le disais. Donc, on va pouvoir avoir tous les bénéfices d'HTTP2 avec gRPC. Côté gRPC, on aura du coup un schéma. Là où en fait, on n'aura pas côté REST, même si on peut faire du design schéma, mais c'est plutôt pour faire de la validation de design, donc c'est pas forcément la même typologie, c'est pas tout à fait la même chose ici. Au niveau des formats, l'autre pilier, comme je vous le disais, c'est protobef, donc on va avoir plutôt un format binaire qui va être plus léger par rapport à du design. On peut faire du versionning des deux côtés, donc match nul. Côté bidirection, donc une des conséquences de l'utilisation d'HTTP2, c'est qu'on va pouvoir faire du streaming sous différents modes. Le gros avantage pour REST, c'est qu'on peut faire du web, là où gRPC c'est plus compliqué, donc on peut en faire, mais il y aurait une retranscription d'HTTP2 vers du HTTP1 avec le proxy et gRPC web. Ça, c'est un petit inconvénient. Au niveau de la génération du code, on peut en faire des deux côtés, on peut faire du design first, côté OpenAPI, Swagger, etc. Et côté gRPC, on peut générer du coup notre code avec ProtoC qui permet nativement donc, de générer les serveurs, le code du serveur notamment. Côté sécurité, match nul aussi, on peut ouvrir des connexions sécurisées des deux côtés sans problème, hein, donc ça c'est pas un problème. Donc dans quel cas finalement utiliser gRPC? Donc il y a différents besoins, donc un besoin de performance notamment, on a vu, un besoin d'utiliser moins de bande passante avec des messages plus légers. C'est aussi notamment intéressant quand on a besoin d'avoir du temps réel et du streaming, hein, ou des actions plus complexes que du simple CRUD. Donc les cas d'utilisation principaux, c'est notamment du microservice en multilangage. Ça, c'est assez intéressant. On a vu, on peut avoir du Go, du Go, du Java. C'est pas un problème. Comme je vous le disais, donc c'est particulièrement adapté aussi pour tout ce qui est device ayant peu de ressources, peu de CPU et peu de bande passante. Donc typiquement des mobiles, enfin de l'IoT. Donc si on revient rapidement à notre pôle araignée, on va pouvoir ici remplacer les appels REST des mobiles à nos API en gRPC, a priori. C'est un exemple. Donc ici, on voit qu'on a quand même on a encore une toile d'araignée, donc qu'est-ce qu'on peut faire par rapport à ça? Est-ce qu'on pourrait pas essayer de déporter la complexité autre part? Donc je vous propose d'avancer et de voir un petit peu ensemble GraphQL. GraphQL, pour la petite histoire, en fait, Facebook, suite à justement l'explosion des smartphones, en fait, donc a développé en 2012 du coup GraphQL en interne pour justement essayer de répondre à ce problème de complexité au niveau des API REST. Donc ils avaient un peu un problème au niveau de l'appel. Les appels, c'était pas suffisamment flexible pour le coup. Donc ils ont pensé à GraphQL qui a été rendu open source en 2015 du coup. Donc on va avoir en fait un langage ici, donc au format GraphQL avec des extensions GraphQL. En réponse, on aura toujours du design, un peu comme REST du coup. Donc c'est un langage, mais il y a également une spécification qui est disponible ici en ligne. Comme je le disais, ça peut être encore une fois transporté par HTTP. Donc c'est comme REST, en fait, on va pouvoir choisir le protocole, on pourrait très bien faire du JMS, de l'AQMT, enfin d'autres protocoles, c'est pas un problème. Et ça répond bien sûr, encore une fois, ça rentre bien dans le paradigme client-serveur, donc un peu comme REST et comme gRPC.
parmi les notions de base, donc je vais pas m'attarder sur toutes les notions. La notion centrale, encore une fois, c'est le schéma. Donc comme côté gRPC, on va avoir un schéma. Donc il va pas être géré de la même façon et pas écrit de la même façon, évidemment. Donc dans ce schéma, en fait, on va pouvoir définir différents types. Donc le type ici, c'est vraiment aussi une notion centrale. On va avoir un typage statique et un typage fort. Donc en cas d'utilisation côté client d'un langage non typé, ça peut être un avantage, ça peut être intéressant d'utiliser. Donc un avantage aussi du schéma, c'est qu'on peut en fait introspecter en fait côté client le schéma et du coup venir deviner un petit peu ce qu'on peut récupérer. Donc ça c'est un bon point aussi. Ensuite, on va avoir différents types d'opérations. Donc là, ça va pas être du CRUD avec des verbes HTTP. On va plutôt avoir une notion de query avec de la lecture en parallèle, alors que les mutations seront plutôt en série. Donc un peu comme une transaction, en fait, on va avoir une première mutation qui va s'exécuter. À la fin de la première mutation, on aura une deuxième mutation, etc. Donc ça va assurer une certaine cohésion, une certaine cohérence en fait dans les appels. Alors en termes de pattern d'utilisation, il y en a trois grands. Donc le principal en général qui est souvent utilisé, qu'on trouve souvent, et que moi, notamment j'utilise chez mon client, c'est le pattern composite qui permet d'agréger en fait des données. Et donc on peut faire en fait notamment grâce à des technos comme Apollo Server en fait ou des BFF, des API Gateway. Donc l'idée c'est de pouvoir venir agréger des données, donc de différentes sources de données. Donc ça peut être des API de votre SI, des API externes, etc., des bases de données. Enfin, donc on peut venir composer nos données pour en fait afficher ce dont on a besoin en fonction de notre client. D'autres patterns existent aussi, donc le proxy pattern, donc on va pouvoir, sur une API qui est un peu difficile à maintenir, qui est un peu vieillissante, on va pouvoir venir l'appeler, utiliser la surcharger pour venir ajouter finalement des fonctionnalités. Et le troisième pattern, du coup, c'est la façade qui va permettre à l'inverse du coup, de retirer des fonctionnalités pour exposer uniquement ce dont on a besoin. Par contre, un anti-pattern, du coup, ce serait par exemple de juste vouloir avoir un wrapper en fait en GraphQL au-dessus de REST. Là, ça n'a pas forcément intérêt d'avoir juste un wrapper qui va juste récupérer exactement la même champ que l'API REST. Donc, évitons de faire ça. Donc, GraphQL, comme son nom l'indique, l'idée c'est d'avoir un peu des graphes un peu partout, de modéliser son domaine de métier sous forme de graphes. Donc, ici, on voit par exemple qu'on a des commandes avec des produits. Donc, si on déroule finalement, on verra après lors d'une requête, si on déroule un peu le graphe, on va vouloir récupérer des commandes avec des produits. Donc, l'idée, c'est de modéliser en fait le domaine objet, votre domaine métier, pardon, à travers en fait ce fameux schéma en définissant différents types. Donc, entre ces types qui vont finalement être des nœuds, on va pouvoir avoir des connexions et aussi des références de type à type. Donc ici, on a un exemple d'appel. Donc on voit déjà que en GraphQL, donc qui est un langage, comme je le disais, on va avoir du coup une possibilité d'avoir des commentaires. Ça, c'est un point intéressant. La documentation, donc, elle est autoportée en fait. Hein, donc vos requêtes, finalement, ça fait office de documentation. Donc ce qui va se passer, c'est quoi le serveur ici, donc côté client GraphQL, vous allez avoir une requête. Sur le serveur, en fait, donc il va recevoir la requête, il va s'assurer que la syntaxe est respectée, il va confronter du coup cette requête au schéma que vous avez défini pour voir si ça match. Si ça matche pas, il y aura des erreurs, mais ça c'est vraiment géré par le serveur GraphQL. Et en sortie, ce qui va se passer, donc le développeur n'a juste à écrire que des résolvers. Donc ça veut dire que pour une query ou une mutation, vous avez besoin de binder en fait un appel NAPI pour définir comment vous allez traiter la requête. Donc ici on voit qu'en retour on a eu en fait donc une réponse, hein, donc on a une commande avec un produit au format JSON. Donc au niveau des avantages et des inconvénients de GraphQL, le gros avantage c'est que par rapport à REST, ça permet justement de récupérer uniquement ce dont on a besoin. Donc ça évite un peu l'overfetching, l'underfetching, ça répond pas mal à ce besoin-là. Comme je le disais, donc l'un des avantages, c'est aussi surtout l'agrégation de données. On va pouvoir utiliser différentes sources de données, les manipuler comme on le souhaite. Ça va donc en conséquence permettre de limiter le périmètre en fonction de nos clients. Donc si on a un besoin différent selon qu'on fait du web, du mobile, du magasin ou pas, etc., on va pouvoir limiter le périmètre des données qu'on va exposer. Comme je vous montrais avec la requête, la documentation en fait est auto-générée, en fait c'est auto-porté. Donc la plupart des langages sont supportés, on peut très bien faire du Java, du TypeScript, enfin, c'est pas un problème. Après, il y a aussi un avantage qui est, notamment avec Apollo Server, on peut en fait avoir des stats sur nos clients, donc pour savoir qui appelle quoi. Donc c'est ce qu'on appelle l'opération registrée. Ça permet d'avoir des stats pour écrire en fait son API GraphQL et d'adapter en fait aux besoins.
Parmi les inconvénients, donc les gros inconvénients, c'est qu'au niveau de la gestion des erreurs, contrairement à REST, on va pas avoir forcément de code erreur, ça va pas être très clair, on va devoir aller parser la réponse pour aller rechercher en fait le contenu de l'erreur, en fait la traiter. Donc ça c'est pas forcément très pratique. Pour tout ce qui est upload et download de fichiers, pareil, c'est pas natif. Donc contrairement à REST, en fait, on peut en faire, il y a des solutions, mais c'est pas supporté directement. Ça c'est un des inconvénients. On va avoir par contre une implémentation par plateforme, donc ça c'est voilà encore une fois, même si les langages sont supportés, malheureusement ça peut poser problème. Et comme pour gRPC, donc on va avoir une courbe d'apprentissage qui est assez élevée, donc qui demande pas mal quand on connaît pas d'apprentissage. Donc si on fait un comparatif entre d'abord REST et GraphQL, d'un côté on va avoir plutôt un paradigme serveur, de l'autre côté plutôt client. Donc c'est plutôt le client qui va driver, qui va demander ce dont il a besoin. Côté REST, comme on l'a vu, on peut avoir différents endpoints, donc avec différents verbes, différentes ressources, etc. Pour GraphQL, on aura du coup un endpoint qui va être notamment transporté sur HTTP Fast, donc sur lequel en fait on va venir faire des queries d'imitation. Donc côté GraphQL, l'une des notions clés c'est justement le schéma, donc comme je vous le disais. Au niveau des formats, donc côté REST c'est assez riche, comme on l'avait déjà vu. Côté GraphQL, on aura du coup le langage GraphQL et en réponse du JSON, donc ça voilà. Par contre, le gros avantage, c'est que voilà, donc GraphQL va permettre de récupérer uniquement ce dont on a besoin. Ce qu'ils mettent aussi en avant, du coup, GraphQL, c'est qu'il n'y a pas de versionning, en fait, il n'y a pas de gestion des versions, contrairement à REST ou gRPC. Donc en fait, vous allez vraiment exposer ce dont vous avez besoin. Et voilà. Au niveau du cache et de la sécurité, par contre, là, c'est deux points qui vont pêcher en défaveur de GraphQL. On peut gérer le cache et la sécurité, mais en fait, il faudra passer par comment dire, des outils comme Apollo Server qui vous permettent de mieux le gérer. Malheureusement, c'est pas vraiment natif. Il faut un peu creuser pour mettre en cache ou s'authentifier. Si on compare à gRPC, donc pareil, encore une fois, c'est un peu comme REST, donc gRPC c'est plutôt server driven, avec plusieurs endpoints, donc on l'a vu, donc qui vont être plutôt sous la forme de méthodes, plutôt que sous la forme de ressources en fait exposées avec des URI. Des deux côtés, donc Matulune, on aura à la fois donc un schéma de deux côtés, donc bien sûr sous différentes formes. Donc des deux côtés, encore une fois, on pourra faire de la communication bidirectionnelle, donc bien sûr pas sous la même forme encore une fois, donc ça diffère un petit peu. Au niveau des formats, pour moi, c'est plutôt gRPC encore une fois qui gagne, avec un format binaire qui permet d'avoir des payloads plus légers. Comme pour REST, en fait, au gRPC, on a de l'overfetching, on peut avoir de l'overfetching et de l'underfetching. Le versionning, comme pour REST, on peut faire des versions côté gRPC, mais c'est pas proposé côté GraphQL. Et encore une fois, pour la sécurité, par rapport à REST ou à gRPC, la GraphQL, c'est un peu plus compliqué. On peut en faire, mais il va falloir creuser un petit peu avec des outils comme Apollo Server. Alors, dans quel cas, finalement, pour quel besoin on a besoin de gRPC? Ça va être, comme je vous le disais, donc surtout pour avoir un contrôle accru et laisser le client en fait choisir ce dont il a besoin. Donc, c'est lui qui va contrôler ce dont il a besoin finalement. Donc, on va pouvoir composer des différentes sources de données, donc des bases de données, enfin vos API en interne, des API externes, etc., de l'in-memory. C'est intéressant quand on a un besoin quand on n'a pas trop de bande passante ou pas trop de CPU, c'est encore une fois, puisque on va pouvoir choisir exactement ce dont on a besoin. Voilà, donc c'est particulièrement adapté donc à des grandes applications web, quand on a plusieurs types d'applications, donc web, du mobile, comme on l'a vu en magasin, etc. aussi. C'est particulièrement adapté à des applications mobiles aussi, dans le sens où on peut justement choisir exactement ce qu'on va renvoyer. On n'a pas forcément besoin d'avoir toutes les données exposées. Comme je vous le disais, pour d'autres patterns, ça permet aussi pour du legacy de soit enrichir, soit retirer des fonctionnalités à des API. Voilà, donc il y a aussi différents cas d'utilisation qui existent en lien, je vous ai dit. Donc si on revient à la toile d'araignée, à notre film, donc ici en fait on va pouvoir finalement ajouter différents BFF sous la forme de serveurs GraphQL qui vont pouvoir en fait déporter la complexité des clients vers les BFF. Donc gérer ça un peu mieux avec notamment des solutions par exemple comme le serveur, mais ça peut être dans d'autres langages. Donc voilà. Il reste ici, on voit en fait en bas un appel, on voit qu'on fait appel à la marketplace de manière en poly, en continu, pour récupérer des produits. J'ai pas mis les liens, mais en fait, pour récupérer les offres au niveau des prix et des stocks, ici on fait aussi des appels en réalité. Donc, il y a pas mal d'appels qui sont faits dans cette marketplace, donc ça consomme beaucoup de bande passante. Donc voyons si on peut pas aussi améliorer ce point-là. Donc pour ça, je vous propose de parler des webhooks.
Donc c'est un terme qui est sorti sur un blog en 2007, donc c'est pas nouveau. C'est quand même assez ancien. On a vu pas mal de monde quand même connaît en fait, on utilise. Donc pour le coup, c'est pas un standard. Donc comme je disais, c'est une façon d'utiliser en fait le protocole HTTP. Donc notamment, on va pouvoir faire en grande majorité, ça va être du post sur HTTP. Donc l'idée, c'est en fait de venir en fait utiliser en fait, autoriser un utilisateur en fait externe ou même interne de son SI à venir s'inscrire en fait à des types d'événements pour pouvoir en fait recevoir en fait des notifications en cas d'événement. Donc l'idée, c'est de pouvoir venir s'inscrire en fait à un type d'événement. On peut aussi gérer son inscription en fait, le fait d'inscrire etc. Sur un site, sur une API. Et ensuite, il faudra du coup, bien sûr, sur notre API, en fait, implémenter un mécanisme d'envoi des messages pour pouvoir notifier ceux qui se sont inscrits. Bon, bien sûr, il peut y avoir plusieurs inscrits, plusieurs consommateurs, hein, c'est pas un problème. On l'a vu par exemple avec l'API produit, l'API price, l'API stock avant, sur le schéma. Donc, prenons... Ah oui, et ce qu'il faut ne pas confondre, c'est aussi du coup, Webhooks, c'est souvent confondu avec d'autres solutions comme les WebSockets, par exemple. Donc les webhooks, comme je vous le disais, c'est plutôt unidirectionnel. Donc on va avoir en fait une réponse, hein, par exemple un ACK, un accusé de réception, qui va nous permettre de savoir si le, le, le client en fait a reçu ou pas le message en fait. Les WebSockets, on va plutôt ouvrir une communication bidirectionnelle, donc c'est pas tout à fait la même chose. Ça peut donc plutôt à faible latence, donc c'est plutôt adapté par exemple si on veut faire du chat. Il y a aussi d'autres solutions comme le SSE, donc qui est aussi unidirectionnel, mais qui n'est pas tout à fait le même paradigme. C'est pas le sujet ici, donc je vais pas m'attarder dessus, mais sachez qu'il faut éviter de confondre les trois et il y a aussi d'autres possibilités. Donc ici le gros sujet c'est aussi surtout finalement d'inverser le contrôle en fait, d'inverser en fait, donc c'est un peu le principe d'Hollywood, c'est que plutôt de faire du polling en continu vers en fait par exemple une marketplace. Donc ici on voit que je demande des produits à marketplace et puis il y a des produits. 5 minutes plus tard je redemande des produits, j'ai toujours pas de produits et peut-être au bout de 1, 2, 3, 4 heures je vais enfin avoir un map to run. Donc là, c'est un peu, voilà, ça consomme pas mal de bande passante, c'est pénible à utiliser, etc. Donc finalement, l'idée, c'est d'inverser un petit peu le contrôle et de pouvoir, donc l'idée, c'est un peu ne nous appelez pas, on vous appelle en fait. On vous appelle quand on a des données. Donc là, c'est ce qu'on appelle un peu, donc c'est un peu, donc là, c'est plutôt du pull. Donc nous, avec les webhooks, on va plutôt faire du push. Donc ici, l'idée, c'est plutôt que de faire du pull en continu. En fait, en tant que développeur de l'API produit, on va aller s'inscrire à un événement de nouveau produit ici sur la marketplace. Donc, on va leur demander en fait d'envoyer des données sur notre endpoint /protect. Donc, en fait, on va fournir l'URL sur laquelle on a besoin de recevoir l'info. Et du coup, donc, la marketplace va dire OK, c'est bon, j'ai plutôt l'inscription. Donc, ce qui va se passer là, plutôt que d'avoir en continu des données, en fait, ça va être du temps réel. Et en fait, dès qu'il y aura un nouveau produit, donc ici, on a un vendeur tiers sur la marketplace qui va peut-être ajouter un nouveau produit sur, je sais pas, sur des vêtements ou quoi que ce soit, sur un map to run, en l'occurrence. Et dès que le vin est ajouté, la marketplace en fait va nous notifier en faisant un post sur l'URL qu'on lui a fourni plus tôt. Donc une fois qu'on l'a reçu, on peut avoir un acknowledgement, un accusé de réception qui va permettre aussi de notifier la marketplace qu'on a bien reçu le produit. Ici on a un autre exemple d'appel, donc c'est un exemple qui est assez connu avec une notification Slack. Donc ça peut permettre par exemple, là à l'inverse, si vous avez un nouveau produit sur votre API, enfin s'il y a un événement de type nouveau produit qui est déclenché, on va pouvoir en fait sur notre espace Slack déclarer en fait une nouvelle application Slack, créer un webhook. Donc Slack va nous filer une URL et sur cette URL là on va pouvoir en fait envoyer des messages qui vont en fait poster sur un canal Slack par exemple l'ajout de nouveaux produits. Ça c'est un autre cas d'utilisation. Donc ici on a un exemple de ce payload là, donc on pourrait poster sur un canal Slack de nouveaux produits ajoutés à l'URL que Slack nous a fourni. Donc ce qu'on voit ici, il faut faire attention, c'est que du coup dans l'URL il y a des secrets. Donc bien sûr, il ne s'agit pas de stocker cette URL en clair. Il faut des mécanismes justement de contrôle des secrets. Enfin, ça c'est pas le sujet du code, mais il faut faire gaffe aux secrets dans les URL. Donc si on en revient aux avantages et inconvénients, le gros avantage c'est d'inverser justement le contrôle, là c'est un peu là aussi le principe d'Hollywood, c'est de faire plutôt du push quand on a des données en réaction à des types d'événements, plutôt de faire du pull en continu. L'idée c'est qu'on peut aussi ouvrir du coup notre propre SI à l'extérieur, donc on peut faire inscrire des gens d'extérieur en fait à un type d'événement qui vont pouvoir traiter justement des informations en fonction de nos événements. Du coup l'inconvénient en conséquence c'est qu'on a besoin de gérer des inscriptions et des désinscriptions.
c'est que un envoi de webhook, c'est aussi du bruit, parce que ça veut dire qu'on va réagir à un événement, donc ça peut générer du bruit. En conséquence, qu'est-ce qui se passe aussi si le client sur lequel en fait on va envoyer des données est done? Qu'est-ce qui se passe? Donc on a besoin de gérer en fait comment dire, un mécanisme de d'acknowledgement, quoi. Donc bah voilà, donc en résumé, on a moins de contrôle finalement parfois, donc il faut vraiment faire attention à la façon dont on communique et comment on gère les inscriptions avec les clients. Si on compare REST avec Webhooks, donc la grosse différence, comme je vous disais, c'est plutôt qu'on va avoir du push côté Webhooks et du pull côté REST. Donc on va plutôt être dans un mode plutôt event-based côté Webhooks. Là, on est plutôt basé sur la requête à la demande en fait côté REST. Les Webhooks, ça va plutôt être unilatéral, même si en fait on a des ACK. C'est plutôt donc, du temps réel, hein, event-based, comme je disais. En général, donc dans 90% des cas, moi j'ai toujours vu du post. J'ai vu qu'on pouvait faire du get et ne pas mettre de payload. Apparemment, c'est plutôt rare, mais en général, c'est plutôt du post. Au niveau du format des payloads, ça va être en général du JSON du XML. Et en général, donc voilà, on peut envoyer des métadonnées, mais on peut aussi envoyer des données plus importantes avec des produits, des prix, etc. Enfin, l'idée ici, c'est de pouvoir justement synchroniser justement, donc synchroniser nos SI. Donc, parmi les besoins, donc encore une fois, ce que je disais, c'est quand on a besoin en fait de synchronisation, donc de déclencher des actions ponctuelles en réaction des types d'événements. Donc, c'est aussi quand on a besoin justement d'ouvrir notre propre SI, notre propre API à l'extérieur pour pouvoir en fait notifier d'autres personnes extérieures à notre application. Donc, les gros cas d'utilisation, donc c'est la synchro de système en temps réel et les notifications. On l'a vu par exemple avec Slack ou avec les GitHub, par exemple. Donc si on revient à notre petite toile d'araignée, donc ici, en bas, je vais pouvoir remplacer des appels à marketplace en continu, le polling, par des webhooks. Donc là, je vais pouvoir, en fait, en tant que développeur de l'API de produit, price ou spec, si je gère des offres, par exemple. Si la marketplace me propose aussi de gérer des prix, des offres et comment dire, de marketplace, je vais pouvoir, en fait, m'inscrire, en fait, pour recevoir des webhooks en continu et limiter, en fait, les appels. Alors finalement, est-ce que c'est une bonne situation, tout ce qu'on vient de voir? Donc, je dirais que comme Otis, en fait, il n'y a pas de bonne ou mauvaise situation. Ça dépend. Donc, ce qu'on a vu, c'est qu'il y avait surtout, comme on l'a vu avec la typologie, il y a une diversité dans les modes de communication. Donc, le reste, ça reste donc une architecture qui est sujette à beaucoup d'interprétation puisque c'est pas une spécification comme on l'a vu. C'est particulièrement adapté quand on fait du web, quand on a besoin d'uploader, de download des fichiers. C'est aussi adapté quand on a besoin de faire des actions plutôt simples, de gérer plutôt des ressources, de faire du CRUD. gRPC, c'est plutôt un framework, donc pas une architecture. Donc, les deux gros avantages, c'est qu'on va avoir en fait une rapidité dans le traitement d'informations, du transport d'informations, et une possibilité de faire du streaming du temps réel. On va avoir des payloads plus légers, donc c'est adapté à des devices en fait qui ont besoin de faible latence, enfin, qui n'ont pas beaucoup de CPU, à des réseaux où il n'y a pas beaucoup de bande passante. Donc, typiquement du mobile et d'IoT ou des microservices. GraphQL, donc c'est pas une architecture, pas un framework, c'est un langage de requête qui permet donc sous différents patterns, notamment de composer des appels à différentes sources de données. Donc le gros avantage, c'est que contrairement aux deux premiers, je dis pas qu'il faut toujours faire du GraphQL, mais c'est particulièrement adapté quand on a besoin de laisser le client driver les applications par la donnée, et du coup de composer plusieurs sources de données. Et en définitive, donc les webhooks, c'est plutôt quand on a besoin de synchronisation en fait de nos systèmes et de recevoir des notifications pour éviter aussi encore une fois la surcharge au niveau du réseau. Alors, le mot de la fin, je dirais, il faut rester pragmatique. Il y a vraiment, donc l'idée c'est d'abord essayer de trouver les bons outils, de travailler avec les bons outils. Donc il y a différents, par exemple, pour GraphQL, on va pouvoir faire du playground, etc. Enfin, il faut bien choisir ces outils. Donc les communautés, faut pas les négliger. C'est-à-dire que c'est important de demander de l'aide quand on en a besoin, surtout quand on apprend gRPC ou GraphQL si on connaît pas bien. En contrepartie, vu que ça fait en open source, n'hésitez pas à contribuer. En fait, c'est sur GitHub, on peut faire des issues, des PR, enfin, de la revue de code. C'est tout à fait possible. Donc choisir, c'est pas renoncer, c'est-à-dire que c'est pas toujours renoncer. Donc on peut très bien composer en fait c'est pas exclusif, on peut utiliser du REST, du GraphQL, du gRPC, donc, comme on l'a vu sur le schéma. Donc corollaire aussi avec la communauté. Si on choisit du gRPC que l'équipe n'est pas formée, évidemment on va faire la former, enfin l'accompagner, lui montrer par exemple comment en faire, ou en GraphQL.
last but not least, c'est très important toujours de s'aligner avec les besoins métiers et de choisir la bonne approche en fonction des besoins métiers. Et en conséquence, donc toujours s'assurer et vérifier qu'on aura du coup des systèmes qui vont répondre correctement par rapport à ce qu'on lui demande. Voilà, c'est tout pour moi. Merci à vous.